Le chef de l'État, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, accompagné de la Première Dame et présidente de l'UNFD, Mme Kadra Mohamed Haïd, a présidé avec éclat la cérémonie de la Journée nationale et africaine de la jeunesse qui s'est tenue le mercredi 1er novembre au Palais du Peuple. Cette manifestation, instaurée en 2014 sous l'impulsion du président, s'est imposée comme un événement phare commémoré avec enthousiasme chaque année. L'édition récente a pris une résonance particulière avec le choix judicieux du thème central, à savoir l'initiative jeunesse en économie bleue. Une réponse stratégique à l'urgence de la problématique de l'emploi des jeunes. Les festivités, traditionnellement assorties d'une thématique cruciale pour la jeunesse, ont été agrémentées d'un reportage éducatif éclairant les esprits sur les subtilités de l'économie bleue. L'aspect artistique n'a pas été en reste, avec une participation dynamique d'artistes locaux et d'une délégation marocaine fusionnant chant et danse. L'apogée de l'événement a résidé dans l'allocution du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, mettant en exergue l'engagement sans faille de son gouvernement envers le bien-être et l'épanouissement de la jeunesse djiboutienne. Je tiens d'emblée à rassurer nos jeunes qui sont nombreux dans cette salle et encore plus nombreux à l'extérieur, puisqu'ils constituent la majorité de notre population. Je tiens donc à dire à nos jeunes que ce n'est pas un jour dans l'année que le gouvernement se préoccupe de vos attentes et de vos aspirations. C'est bel et bien chaque jour dans l'année que le gouvernement se penche sur les conditions de votre épanouissement et de votre insertion socio-économique. Il ne peut pas en être autrement dans un pays comme le nôtre, où la jeunesse forme un paradigme indispensable et irremplaçable de son futur. Il ne peut pas en être autrement dans un pays comme le nôtre, où la jeunesse est son atout majeur pour sa croissance et son développement. L'inventaire détaillé des mesures successives déployées par l'État en faveur de l'insertion socio-économique a servi de toile de fond à cette intervention majeure. C'est en effet avant tout la compétitivité de notre économie et de nos entreprises qui peut dynamiser l'offre sur le marché du travail. Le gouvernement doit réfléchir aux moyens de booster cette compétitivité, par tous les moyens, sans tabou, avec pour seul objectif de donner au secteur privé le goût d'entreprendre. Le deuxième levier sur lequel nous devons agir et qui renferme un gisement d'emploi, c'est la diversification de notre économie. Je pense également à l'économie bleue, qui présente aussi de formidables opportunités. Le gouvernement présentera un inventaire complet de ce secteur à haute potentialité à prioriser dans le cadre d'une stratégie globale de diversification de notre économie nationale. La quête de l'emploi pour nos jeunes passe aussi et nécessairement par l'innovation. Il nous faut être à l'écoute de l'imagination et de l'inventivité des jeunes dont peuvent jaillir des solutions innovantes et qui peuvent avoir des incidences heureuses sur la création d'emplois. D'ores et déjà, le gouvernement veillera à ce que les recommandations de nos jeunes issus des différents ateliers qui ont précédé cette journée soient intégrées dans un plan d'action. Le gouvernement mobilisera toute son énergie pour que le slogan « Un jeune, un emploi »
ne doit pas être une simple vue d'esprit, mais se concrétise sur le terrain dans les faits et les actes. La célébration a pris fin avec la remise solennelle du prix du chef de l'État, honorant les personnes physiques et morales qui se sont distinguées par les contributions ingénieuses dans des domaines d'intérêt général. En 2023, les lauréats émérites incluant Yacoub Aden Miguel, innovateur dans le domaine du tourisme, Bilan Aden Hassan, dans le travail dans le recyclage de vues créatrices d'un guide touristique novateur. Il est de souligner que l'événement a été marqué par la participation d'un nombre impressionnant d'officiels, parmi lesquels figuraient le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et la ministre de la Jeunesse et de la Culture. L'éclatante célébration de la Journée nationale africaine de la jeunesse au Palais du Peuple a témoigné de l'engagement résolu du chef de l'État, son Excellence M. Ismaïla Omar Guelleh, envers l'épanouissement de la jeunesse djiboutienne. Avec le thème captivant de l'économie bleue, la journée a été ponctuée d'éducation, d'art et d'honneur, soulignant l'importance cruciale accordée à l'initiative jeunesse. Dans une démarche qui incarne son rôle dans la consolidation du principe d'action collective afin de construire un avenir meilleur pour la région et le monde, en particulier les continents africains, le Royaume d'Arabie Saoudite a accueilli le premier sommet saoudo-africain le 10 novembre 2023 sous le slogan « Partenariat fructueux ». Ce sommet, qui était présidé par le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, visait principalement à élargir les intérêts communs et à parvenir à un développement durable en renforçant la coopération commerciale, économique et d'investissement entre l'Arabie Saoudite et le pays africain. La République de Djibouti était représentée au sommet par le chef de l'État, M. Ismaïla Omar Guelleh, qui dirigeait une délégation de haut niveau, comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, l'ambassadeur de Djibouti au Royaume d'Arabie Saoudite, Diaddine Saïd Bamahrama, ainsi que l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie et représentant permanent de notre pays auprès de l'Union africaine, Abdi Mahmoud Haïbé. À travers cette importante conférence, le Royaume d'Arabie Saoudite cherche à renforcer les relations avec les pays du continent africain et à les orienter vers des horizons plus larges et à établir un partenariat fructueux dans divers domaines politiques, économiques et de développement, ce qui a contribué à la réalisation des objectifs de la vision 2030 du Royaume. Selon le prince héritier saoudien, le Royaume a fourni plus de 45 milliards de dollars pour soutenir des projets de développement et programmes humanitaires dans 54 pays africains, et l'aide du centre du roi Salman pour les secours et les œuvres humanitaires a atteint plus de 45 millions de dollars dans 46 pays africains. Le président de la République, Ismaïla Omar Guelleh, a dans son discours lors de la séance d'ouverture souligné que Djibouti apprécie hautement l'appui du Royaume à ses enjeux nationaux et son soutien à ses projets de développement, et confirme par là même sa ferme détermination à contribuer au renforcement du partenariat économique et d'investissement entre le Royaume et les pays africains. Il convient de noter que la déclaration finale du sommet saoudo-africain a souligné la nécessité de mettre fin aux opérations militaires dans les territoires palestiniens occupés et de protéger les civils conformément au droit international et au droit international humanitaire. Concernant le partenariat saoudo-africain, les dirigeants ont également renouvelé l'engagement de renforcer la coopération entre le pays africain et le Royaume d'Arabie Saoudite sur la base du partenariat stratégique, des intérêts communs et des liens géographiques, historiques et culturels que les continents africains partagent avec le Royaume d'Arabie Saoudite. D'autre part, les dirigeants des pays arabes et islamiques ont afflué vers le Royaume d'Arabie Saoudite pour assister au sommet conjoint d'urgence qui s'est tenu à Riyad le 11 novembre 2023 pour discuter des moyens de mettre fin à l'agression israélienne contre la bande de Gaza. Le sommet, qui a été ouvert par le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, a vu la participation de nombreux dirigeants des pays arabes et islamiques, dont le président de la République Ismaïla Omar Guelleh, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, ainsi que l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ainsi que le président turc Recep Tayyip Erdogan, le président iranien Ebrahim Raisi, ainsi que le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Abdul Gate. Les dirigeants ont souligné la nécessité de mettre fin à l'agression israélienne, de travailler à l'introduction de l'aide et d'empêcher le déplacement des Palestiniens, soulignant en même temps que la politique de punition collective de la bande de Gaza était inacceptable.
Dans son discours à l'ouverture du sommet, le président de la République a réitéré la condamnation de Djibouti contre les attaques brutales menées par les forces d'occupation israéliennes, soulignant le soutien de notre pays à la cause palestinienne et appelant à la fin du blocus de la bande de Gaza et à fournir rapidement un soutien à tout le peuple palestinien. À l'issue de ce sommet, les dirigeants du monde arabe et islamique ont appelé le Conseil de sécurité à adopter une résolution contraignante décisive qui imposerait un arrêt de l'agression israélienne. Enfin, la déclaration finale a renouvelé la condamnation des dirigeants de l'agression israélienne contre la bande de Gaza, les crimes de guerre et les massacres barbares et inhumains commis par les gouvernements d'occupation coloniale au cours de cette guerre et a rejeté la qualification des guerres de vengeance contre une légitime défense ou sa justification sous quelque prétexte que ce soit. Selon les autorités sanitaires de la bande de Gaza, le nombre des victimes de l'agression israélienne sur la bande de Gaza depuis le 7 octobre a dépassé plus de 18 600 personnes et 50 000 blessés. 3, 2, 1. Liftoff of the Falcon 9. Prête à relever des défis environnementaux cruciaux et à aider à comprendre les enjeux du changement climatique, Djibouti, en début novembre 2023, a réalisé un exploit spatial remarquable avec le lancement depuis les États-Unis de son nanosatellite. Le Djibouti 1-1, ce cube satellite compact mesurant 10 cm de large, de haut et de profondeur, pesant à peine 1 kg et avec une consommation énergétique inférieure à 3 watts, marque une avancée cruciale dans l'histoire spatiale du pays. Dans une cérémonie mémorable organisée au Bawadi Mall en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, le lancement officiel a été célébré avec enthousiasme par tous les Djiboutiens. Les ingénieurs concepteurs, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le Dr Nabil Mohamed Ahmed, ont suivi de près le déplacement du nanosatellite depuis la salle de contrôle de satellite dans la Cerde. Les images en direct capturées à 510 km de la Terre ont captivé le public, témoignant du succès et de cette mission, mais ce n'est qu'un début, car le Djibouti 1B se prépare déjà pour son lancement en mars 2024, après sa livraison prévue en janvier de la même année. Initié en 2020 par le président Ismaël Omar Guelleh, ce projet ambitieux vise à répondre aux défis urgents du changement climatique en développant un satellite entièrement djiboutien dédié à la gestion des impacts environnementaux. Aujourd'hui, cette vision est devenue réalité grâce à l'engagement soutenu du président Guelleh et à l'expertise des ingénieurs et techniciens djiboutiens formés à l'Université de Montpellier en France dans le cadre d'un partenariat entre cette université et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de Djibouti. Le lancement, la mise en orbite du satellite, il restait un élément très important. Le troisième, c'est démontrer qu'il est fonctionnel. Le premier signal a été hier émis à partir de Hawaï. Il a été ensuite signalé au niveau de Montpellier, nos partenaires du CSUM. Et là, on est en train de suivre en direct son passage sur Djibouti et l'émission du signal. Ce qui confirme que le travail qui a été fait a été très bien fait par nos jeunes ingénieurs. Je voudrais vraiment que les Djiboutiens, tous mes compatriotes, comprennent que c'est un satellite qui a été fait par des jeunes Djiboutiens et les placer donc encore une fois dans un esprit décomplexé, de croire en un avenir où l'innovation et la technologie est à la pointe et on maîtrise aujourd'hui cette technologie et on va continuer à développer des systèmes qui permettent d'aller encore plus loin. Plongeons ensuite dans les coulisses du projet, en nous rendant au cœur de la salle de contrôle ultramoderne du satellite Djibouti 1A. Ici, les ingénieurs et techniciens travaillent ardemment pour suivre en temps réel les données collectées par le satellite en orbite, les répertorier, les classer et les analyser. Ces données, axées sur la climatologie, visent à améliorer la gestion des ressources en eau et des zones agricoles, contribuant ainsi à préserver notre environnement. Les précieuses informations recueillies seront partagées avec le centre OREC, l'Observatoire régional de recherche sur l'environnement et le climat, regroupant l'ensemble des pays dans la région. Il y a eu le premier passage de Djibouti 1A au-dessus de la République de Djibouti. Et heureusement, alhamdoulilah, on a eu les premiers beacons, les premières données du satellite. On a bien reçu et Djibouti 1A communique bien. Le lancement du nanosatellite à Djibouti marque un chapitre captivant dans l'histoire spatiale du pays.
En embrassant les défis de l'espace, Djibouti s'inscrit dans une trajectoire prometteuse pour l'innovation, la collaboration internationale et le progrès scientifique. Ce petit bijou technologique devient le phare qui guide Djibouti vers des sommets scientifiques toujours plus élevés. La conquête spatiale n'est pas seulement une réalisation, mais le début d'un chapitre inédit où l'espace devient une toile pour les ambitions djiboutiennes. La foire internationale de Djibouti devient de plus en plus l'événement annuel incontournable dans le pays. C'est ainsi que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haït, a lancé la 3e édition de la foire internationale de Djibouti qui s'est tenue à l'International Escale Hotel le 3 décembre dernier. Le président a fièrement coupé le ruban, marquant ainsi le début officiel de cette 3e édition de la foire internationale de Djibouti aux côtés de la première dame, Mme Khadra Mahmoud Haït. Le couple présidentiel a symboliquement ouvert les portes d'une semaine dédiée à l'économie, à l'innovation et au dynamisme commercial de Djibouti. Ce moment solennel de coupe de ruban s'est déroulé devant une foule enthousiaste d'exposants, de dignitaires, de visiteurs témoignant de l'importance de l'événement pour le pays mais aussi pour la région. En effet, cette foire internationale illustre les nouvelles opportunités de partenariat fructueux et de collaboration dynamique. Après la cérémonie d'ouverture, le président et la première dame ont entrepris une visite des stands plongeant au cœur de l'effervescence commerciale et de l'innovation. De stand en stand, le couple présidentiel a échangé avec les exposants nationaux et internationaux, discutant des opportunités d'investissement, de l'innovation technologique, de la diversité des produits et services représentés. La première dame, arborant une élégante manifeste, s'est particulièrement attardée sur les centres mettant en avant l'artisanat local et l'innovation culturelle. Quant au président de la République, il a manifesté un vif intérêt pour le secteur clé de l'économie, dialoguant avec les représentants de la logistique, de l'énergie et des infrastructures. Sa visite a renforcé l'importance de la FID en tant que plateforme de connexion entre les acteurs économiques locaux et internationaux. En coupant le ruban et en explorant les stands avec enthousiasme, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, la première dame, Mme Khadra Mahmoud Haït, ont donné le coup d'envoi à une semaine de découverte commerciale, d'échanges fructueux et d'opportunités prometteuses pour Djibouti et ses partenaires internationaux. Cette foire internationale de 2023 est officiellement en marche, prête à écrire un nouveau chapitre dans l'histoire du commerce et de l'innovation en corne de l'Afrique. Un signe marque d'un événement réussi, la 3e foire internationale de Djibouti a servi de stand d'exposition des produits et services de plus de 200 sociétaires issus du monde entier, dont les entreprises chinoises, françaises, japonaises, turques et éthiopiennes. Dans une allocution faite à la tribune de cet événement, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est tout d'abord réjoui que cette foire offre à Djibouti l'image d'un pays où tradition et modernité se côtoient dans une atmosphère de convivialité et de fraternité. Un pays fier d'incarner les valeurs de paix, de liberté, de tolérance et de solidarité dans son identité. Il s'est ensuite félicité de l'engouement de plus en plus manifeste que suscite la foire internationale de Djibouti, cet aspect positif sur le compte de la vocation naturelle de notre pays à servir eu égard à sa position géographique à la croisée de plusieurs continents, de pivot dans les échanges commerciaux régionaux et mondiaux. Dans son allocution, le président Guelleh a cité également les atouts structurels et les avantages comparatifs conférés à notre pays au rang d'éminents facteurs militants dans le sens de l'attrait qu'il opère sur les communautés d'affaires des pays frères et amis. Parmi les grands événements internationaux de l'année dernière, la participation du président Ismaël Omar Guelleh aux travaux de la 28e édition de la Conférence des Nations Unies sur le climat, la COP28, qui s'est tenue à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre dernier. Cet événement de 2 semaines réunit environ 70 personnes, dont près de 200 dirigeants politiques de premier plan.
Les discussions sont consacrées d'abord aux modalités de la mise en œuvre de protocoles contraignants permettant de limiter à 1,5 degré Celsius l'augmentation moyenne de la température mondiale. Tous les pays participant à ce processus doivent présenter un plan détaillé permettant d'atteindre cet objectif. Le deuxième point est la mise en Bismillahirrahmanirrahim. His Highness Mohammed bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates and President of COP28, Excellencies, Heads of States and Governments, Mr. Secretary General of the United Nations, Mr. Executive Secretary of the Convention, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Let me at the outset thank His Highness Mohammed bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates. Son Altesse Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Président des Émirats Arabes Unis et Président de la COP28. Excellences, chef d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le Secrétaire exécutif de la Convention, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de remercier Son Altesse Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Président des Émirats Arabes Unis et Président de la COP28, ainsi que le peuple émirati fraternel pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé depuis notre arrivée dans cette charmante ville de Dubaï. J'aimerais également exprimer mes remerciements à M. Simon Stiel, le secrétaire exécutif de la Convention, pour les arrangements exceptionnels mis en place pour faciliter notre travail au cours de cette conférence. Enfin, la République de Djibouti soutient pleinement les déclarations faites par le président de la Zambie au nom de l'Afrique et le président de Cuba au nom du groupe 77 et de la Chine. Votre Altesse, nous nous trouvons dans une nouvelle ère, l'ère de l'ébullition mondiale, où les conséquences du changement climatique deviennent de plus en plus graves. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a bien saisi l'ampleur de l'urgence climatique. Des vagues de chaleur, des méga-incendies, des sécheresses et des inondations se produisent avec une fréquence alarmante, servant de rappel constant de la nécessité d'une action urgente. En 2023, les températures en Chine ont atteint 52 degrés Celsius, tandis que la Californie a connu des températures torrides de 56 degrés Celsius. Des méga-incendies dévastateurs ont ravagé la forêt canadienne. La Libye a souffert d'inondations meurtrières, entraînant plus de 14 000 décès tragiques. Il est évident que personne n'est immunisé contre l'impact du changement climatique et les dommages infligés à notre planète, jusqu'à présent, sont irréversibles. Cependant, malgré 8 années écoulées depuis l'accord de Paris, nos débats sur le climat continuent d'être entachés par les mêmes divisions. Bien que l'Afrique ait contribué le moins éclat actuel à la détérioration climatique, nous restons fermes dans notre engagement à atténuer son impact. Cependant, nous nous trouvons souvent à financer nos projets par le biais de dettes, tandis que le financement promis pour l'adaptation au changement climatique, tel qu'indiqué dans l'accord de Paris, reste insuffisant. Nous croyons fermement que les nations développées doivent respecter leur engagement, en particulier en ce qui concerne la nourriture de financement adéquat pour l'adaptation au changement climatique, la prise en compte des pertes et dommages de la garantie d'une transition juste, le principe de responsabilité commune mais différente.